J'ai effectivement des origines multiples, particulièrement complexes, puisque et par mon père et par ma mère, j'ai des origines dans les 3 continents, Europe, Afrique et Amérique, qui sont les 3 continents qui intéressent Puerto Africa. Donc c'est la raison majeure pour laquelle je pouvais être un sujet de discussion et d'intérêt. Alors, la différence entre mes 2 parents, c'est que mon père avait une famille établie au Sénégal, alors que ma mère avait une famille établie aux Antilles, à la Martinique. Et je retrace l'histoire de ma famille, aussi bien paternelle que maternelle, sur environ 3 siècles de part et d'autre. Et cela me permet de reconstituer les invraisemblables croisements qu'il y a pu y avoir, les déplacements, les voyages, les allers, les retours. On a du mal à imaginer déjà à notre époque comment des déplacements peuvent des fois ne pas être très agréables, mais on a du mal à imaginer comment au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, tous ces gens pouvaient être amenés à voyager dans les conditions les plus invraisemblables. Je n'oublie pas en passant mes ancêtres esclaves noirs des Antilles qui eux étaient contraints et forcés dans les conditions que l'on sait. Et cela donne effectivement une approche du monde qui est extrêmement différente, dans la mesure où je suis tenté de dire que chaque pays est un peu mon pays, chaque population est un peu ma population, que je me plais à retrouver dans les différents pays que je traverse, et même ici en Espagne, en Andalousie, des tas de choses qui font partie de l'universel. Ou qui me rappellent des coutumes très précises d'autres pays que je connais, d'autres régions. Et j'ai un peu le sentiment, sinon la certitude, de toujours me sentir bien partout où je vais. Parce que j'ai toujours des choses à partager avec les gens qui sont là. Et je pense que cette notion de partage est une chose qui est extrêmement importante, parce qu'elle permet à ce moment-là une ouverture qui n'est pas seulement intellectuelle, mais qui est culturelle et qui est surtout profondément vécue. Je vois comment, lorsque, en sortant d'ici, je traverse la place qui est à côté, où il y a des marchands sénégalais qui vendent leurs différents produits, eh bien, d'avoir pu discuter avec eux en Wolof, c'était quelque chose d'absolument magique, parce que pour eux c'était totalement imprévu, imprévisible, inexplicable. Et pour moi, quand je passe par là chaque jour, eh bien, on se fait de grandes salutations, on se prend de nos nouvelles, comme si nous étions de vieux amis. Et que simplement c'est le hasard de notre rencontre et de nos origines communes qui nous permet cette situation-là. Alors, il est certain qu'ensuite, lorsque j'ai abordé des travaux, parce que j'avais décidé de faire une thèse de doctorat dans cette discipline du droit qui est l'histoire du droit et des faits économiques et sociaux, je me suis intéressé tout particulièrement à cette société de Saint-Louis du Sénégal et de Gorée, dont était originaire ma famille paternelle, et qui me semblait rassembler là un ensemble de phénomènes qui étaient extrêmement intéressants à étudier. Et c'est ainsi que je me suis mis à faire des recherches, à travailler, et incidemment à travailler sur mon histoire familiale, mais le but n'était pas mon histoire familiale, c'était plus comprendre le contexte historique, géographique, militaire, économique, qui avait pu être à l'origine de cette société saint-louisienne dont je ressentais toutes les particularités. Et de proche en proche, avec le soutien de mon directeur de thèse, le professeur Bernard Durand de l'Université de Montpellier, en France, j'ai été amené à choisir la période qui m'intéressait, parce que la plus originale de toutes. Et le professeur Durand m'a suggéré comme méthodologie de choisir un personnage, réel ou inventé, qui se serait promené à cette époque et qui aurait raconté sa vie. Et au lieu d'inventer le personnage, j'ai pris celui d'un de mes ancêtres, qui était l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père, qui était arrivé de France à Saint-Louis le 2 mai 1788,
et qui est mort le 26 septembre 1835 après 47 ans de vie au Sénégal, dans une période particulièrement compliquée de l'histoire du Sénégal et de l'histoire du monde. Et donc c'est à travers ces travaux, la vie de ce personnage me servant de fil conducteur, que j'ai pu reconstituer l'ensemble de cette population, ou du moins essayer d'approcher un certain nombre de ses particularités. Et après, il est évident que de proche en proche, de civilisation en civilisation, j'ai regardé un petit peu les différentes cultures du monde qui avaient des échanges, qui avaient des croisements. J'ai été aux premières loges pour pouvoir comparer la culture métisse du Sénégal de la culture métisse des Antilles. La société antillaise est une société esclavagiste qui n'a rien à voir avec la société sénégalaise de l'époque. Donc il y avait un monde de liberté et surtout un rapport entre blanc et noir au Sénégal qui n'avait strictement rien à voir avec ce qui pouvait exister aux Antilles à la même époque. Et donc il y a là un monde de réflexion et d'approche, de vision qui, après, ont des tas d'effets sur mes différents centres d'intérêt. Je me suis beaucoup investi dans la critique d'art contemporain d'Afrique. Ben oui, ce qui m'intéresse beaucoup dans cet art contemporain, c'est justement l'ensemble des influences qu'il subit, ou l'ensemble des influences qu'il recherche, et qui lui permet de synthétiser des tas de choses qui vont ensemble, alors que ce n'était pas nécessairement évident au départ. Et donc voilà un petit peu comment je suis amené à m'intéresser à ces choses-là. Le cinéma, évidemment, a sa part dans la mesure où soit on fait de la reconstitution historique, soit on fait de l'analyse contemporaine, et je pense que le monde contemporain est aussi passionnant que le monde ancien. En littérature, c'est la même chose. Vous avez toute la problématique de la langue dans laquelle les écrivains doivent écrire. Est-ce qu'ils doivent écrire en wolof? Est-ce qu'ils doivent écrire en français? Que dire de l'influence du français, de l'anglais ou de l'espagnol? C'est tout un ensemble de choses qu'il faut arriver à trouver. Et sur ce point d'ailleurs, la littérature sud-américaine et de plus en plus la littérature antillaise contemporaine cherche à inventer de nouvelles langues qui partent de la langue espagnole dans le cas de la littérature sud-américaine ou du français, pour ensuite faire intervenir des tournures de phrases, un vocabulaire, des expressions qui sont directement traduites des usages contemporains. Nous avons eu en Afrique l'exemple de l'écrivain Nkrumah qui, notamment dans ses derniers ouvrages, je pense à Allah n'est pas obligé, joue beaucoup sur cette problématique en mettant en scène un enfant qui a pour seul livre un dictionnaire français et qui régulièrement va chercher dans le dictionnaire le sens des mots qu'il utilise. Et ce jeu qu'il y a entre un enfant des rues, qui est même un enfant soldat, dont le sort est tragique, mais qui a ce dictionnaire qui lui sert de viatique et dans lequel il va chercher les références de ce qu'il cherche à expliquer, et me paraît extrêmement intéressant et me semble poser précisément toute la problématique en cours. Et je crois, le Sénégal, pardonnez-moi de parler du Sénégal, mais il se trouve que c'est là que je vis. Le Sénégal a cette problématique de l'usage de la langue française, alors que 98% des Sénégalais savent parler une langue qui est le Wolof. Alors, faut-il privilégier le Wolof, qui malheureusement n'est parlé qu'au Sénégal, ou est-ce qu'il faut malgré tout rester accroché à cette langue française que de moins en moins de gens sont capables de parler et de comprendre? Il y a là un défi. Et donc, c'est un peu tout ça qui résume mon intérêt sur Puerta Africa et qui explique que j'ai pu être là et que j'ai essayé de partager ces premiers moments de cette association.